Bien, bonjour à toutes et tous. Nous reprenons aujourd'hui nos conférences sur le stand des CHU. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette troisième journée de Santexpo sur le stand des CHU avec encore un beau programme que vous pouvez consulter sur le site internet de Santexpo et à l'entrée de notre stand. Alors, on va commencer cette matinée par une table ronde très importante sur un sujet de grande actualité puisque le ministre de la Santé s'est exprimé assez fortement sur le sujet à l'ouverture de Santexpo. Il s'agit de la place et le rôle des services à l'hôpital. Alors on va avoir une table ronde en deux temps avec des intervenants qui vont nous parler du point de vue du service et puis après un deuxième temps sur cette table ronde avec des intervenants qui s'exprimeront aussi avec un regard national sur la place et le rôle du service à l'hôpital. Alors en introduction, quelques petits rappels. Le service à l'hôpital, c'est l'unité de base, l'unité de fonctionnement de l'hôpital. Et ce service, il a été consacré dans la loi RIST du 26 avril 2021. Le service devient avec cette loi l'échelon de référence en matière de qualité, de sécurité des soins et d'encadrement. Et les chefs de service sont à ce moment-là reconnus depuis 2 ans dans la loi. Alors dit comme ça, on pourrait se dire on a remis les services, mais les services n'avaient pas disparu hein. D'ailleurs, en préparant cette table ronde, un des intervenants m'a demandé mais est-ce qu'il y a un hôpital en France où les services avaient disparu? Mais non, mais les services ont toujours été là. Et lorsque vous interrogez un patient quand il recherche un endroit où il est dans l'hôpital, il vous demande je cherche le service. Et oui, il dit je cherche le pôle, il dit je cherche le service. Donc c'est vraiment l'unité de base de fonctionnement de l'hôpital et le ministre l'a indiqué, il souhaite redynamiser le service avec un ensemble de mesures qui vont être annoncées prochainement et donc on aura aussi l'occasion d'entendre l'ANAP sur cette table ronde avec sûrement quelques liens entre les mesures qui seront annoncées par le ministre et les recommandations de l'ANAP. Et alors, ça a été annoncé par le ministre, un débat dans tous les hôpitaux qui aura lieu avant l'été sur justement le rôle du service à l'hôpital. Donc là, on fait le premier débat et les autres viendront bien sûr après dans l'ensemble des établissements. Alors, on va commencer par parler avec le docteur Osseli et Frédéric Soler. Alors, docteur Osseli, vous êtes praticien hospitalier au CHU de Nice, au service des urgences. Et Frédéric, vous êtes cadre supérieur de santé au CHU de Nîmes. Alors je voudrais vous poser une première question. Vous qui travaillez tous les jours dans un service hospitalier, que ce soit en tant que cadre de santé ou en tant que praticien hospitalier, quel regard vous portez sur le fonctionnement du service à l'hôpital? Et qu'est-ce que vous attendez finalement d'un service? C'est quoi pour vous un service à l'hôpital? Docteur Osseli. Alors bonjour à tous. Pour répondre déjà à la question, en tant que jeune praticien qui travaille dans un service assez conséquent, service d'urgence avec de nombreux médecins, de nombreuses équipes paramédicales ou cadres de santé ou infirmières, on se retrouve en fait face à une grosse machine et les jeunes praticiens, quand ils débutent sa carrière, il a besoin de se ressentir son identité. Et le service, c'est un peu ça, c'est l'identité à laquelle il va appartenir. Et en termes de management, on a besoin vraiment d'avoir un management de proximité, de pouvoir répondre à leurs questions. Et à l'échelle polaire, c'était un petit peu plus délicat pour accueillir ces jeunes praticiens et répondre surtout à leurs attentes. Et on le sent à chaque fois qu'il y a une difficulté, le praticien a tendance à se rapprocher des personnes qu'il connaît. Et l'échelle polaire était un petit peu délicate par rapport à ça. Frédéric, sur le service, pour vous, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Moi, en fait, en tant que médicotech, je dirais c'est de la biologie. Je dirais c'est la cellule. On va dire c'est l'unité de base en fait d'un grand organisme qui est l'hôpital et le système de santé. Je fais juste une image quoi. Mais en fait, c'est aussi un partage de l'organisation avec le chef de service. Où justement, ce duo, le chef de service sait qu'il peut s'appuyer sur son cadre sur certaines questions, et inversement, le cadre sait qu'il peut s'appuyer sur le chef de service, sur le praticien, sur d'autres questions. Et c'est aussi une approche qui doit être menée en partenariat et en confiance. C'est-à-dire, on est dans une démarche de monter en charge de l'accompagnement des équipes et de la prise en charge des patients. Et donc comment en fait on arrive à créer une dynamique qui permette de dire tous les jours je me sens utile à parce que je fais un job que j'aime et qui me plaît
Et c'est grâce aussi à ce que le tempo peut donner entre le chef de service et le cadre, et bien obligatoirement l'équipe derrière le sent. Et obligatoirement le patient le sentira lui aussi. Donc c'est aussi cette façon de voir comme la cellule elle est vivante et l'équipe, le service, l'unité de base en fait il est aussi un lieu de vie. Eh bien justement à la tête de cette unité de base, ça a été à nouveau souligné par le ministre, c'est ce duo chef de service cadre, c'est le management du service, ce duo, et ce duo il faut le faire vivre. Et Frédéric, vous m'avez dit quand on a préparé cette table ronde, moi je voudrais qu'on dise que manager un service à l'hôpital, c'est pas que gérer des conflits, c'est manager la qualité relationnelle au sein d'une équipe de soins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors la qualité relationnelle, je dois aussi avouer que ça s'apprend. Et c'est aussi, j'émets le vœu qu'en formation, nous ayons des cours de qualité relationnelle. Là, je viens de passer 3 jours de formation et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend parce que justement, ça permet, ce n'est pas le conflit, et à pouvoir avoir une approche sur la qualité relationnelle permet de recentrer sur le technique, faire diminuer l'émotionnel et puis ce qui est sur le juridique, le laisser à celui dont c'est le droit, c'est-à-dire le directeur ou le DRH, puisque nous travaillons aussi dans la ligne droite de la DCGS, enfin de la ligne managériale, et donc cela permet, si vous voulez, cette qualité relationnelle, si elle est instruite, elle peut permettre aux professionnels de mieux appréhender les situations. Donc oui, il faut qu'il y ait de la qualité relationnelle parce que au départ c'était le verbe, donc il faut se parler, il faut du dialogue, mais cette qualité relationnelle, ça ne vient pas comme ça, voilà, enfin, de mon point de vue. Alors, du coup, Madame Osei, finalement, sur ce rôle du chef de service, qui est, je l'ai dit, consacré dans la loi, qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre chef de service? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce rôle et en tant que praticien hospitalier, quelles attentes vous avez vis-à-vis du chef de service? Elles sont nombreuses. Elles sont très importantes. Très nombreuses. Mais pour rebondir aussi sur le versant gestion des conflits, en effet, on remarque que les prises de décision que prennent nos managers, nos chefs de service, en dehors des conflits, ont forcément un impact émotionnel. Et je sais qu'on va aborder après la question de la formation. Et je pense que, je suis d'accord, hein, je vous rejoins, ce versant-là est primordial en termes de formation. Gérer l'impact émotionnel que peut avoir une décision prise. Et on s'attend à ce que nos responsables l'entendent et l'intègrent aussi dans leur prise de décision. Oui, tout à fait. Alors là, on parle finalement du rôle du service, mais est-ce que vous dites demain, est-ce que j'ai besoin d'autres choses pour fonctionner dans le service? Est-ce que vous avez, alors là cette fois non pas des attentes vis-à-vis de votre responsable de service, mais plus au niveau de l'hôpital en tant que tel, sur le fonctionnement du service en général, qu'est-ce qu'il vous faudrait demain pour fonctionner mieux et pour que ce service assure la meilleure qualité des soins possible, puisque c'est bien l'objectif qui lui est assigné? Pour ma part, je pense qu'il faut aussi laisser la main aux décideurs dans le service d'organiser le management qu'ils souhaitent. Et je pense que ça, c'est l'autonomie dans l'organisation du management. Je pense que c'est aussi une clé qui est assez importante. Frédéric? Et puis, nous ne sommes pas seuls. Et il y a aussi, pour faire tourner cette unité, et donc ce service, donc je dirais cette cellule, il faut des flux. Et donc, il faut aussi un bon partenariat avec l'ensemble des fonctions support. Et aussi voir si ces fonctions support peuvent être un circuit court, c'est-à-dire éviter des tracas et donc plutôt de la fluidité. Ouais. Ça, c'est une notion très importante qui est travaillée là dans beaucoup de CHU, c'est cette notion de circuit court. Comment on peut faciliter la prise de décision rapide pour éviter que les choses se grippent et que les irritants, ce qu'on appelle les irritants du quotidien, soient ressentis par les équipes. Et donc ça, c'est un travail très important et on va en parler notamment avec la NAP. Alors on va s'arrêter là, je vous remercie. Vous avez posé les attentes, on peut remercier nos deux intervenants. Et on va accueillir maintenant des intervenants qui ont un regard national et le regard de la gouvernance sur le sujet. Donc je vais leur demander de bien venir à cette table ronde. On va accueillir, allez-y, je vous en prie, venez vous installer. On va accueillir le professeur Thomas, président de CME du CHU de Saint-Étienne, Stéphane Pardou, directeur général de la NAP, le professeur Olivier Clarisse, ancien président de CME des Hospices civils de Lyon et
chargé d'une mission importante par le gouvernement sur le tandem et la gouvernance. Et puis professeur Richard, qui est directrice générale de l'École des hautes études en santé publique. Alors là, vous avez entendu, mesdames et messieurs, les attentes qui sont fortes au niveau des services, que ce soit de la part des équipes de soins ou des praticiens hospitaliers. Donc je voudrais commencer par le professeur Thomas. Vous êtes président de CME. Vous avez été élu il y a pas très longtemps. Vous prenez vos fonctions et voilà, avec votre prise de fonction, quel regard vous portez sur ce rôle du service à l'hôpital? On parle beaucoup de remettre le service au centre. Est-ce que remettre le service au centre, c'est revivifier l'hôpital? Est-ce que c'est pas aussi le risque de le rebalkaniser? Parce que c'est un terme qu'on avait entendu il y a 20 ans. Quel regard vous portez sur cette place des services? Bien, bonjour à tous. Donc j'ai pris mes fonctions il y a 1 an et demi à peu près, et dès le début de mes fonctions, en compagnie d'Olivier Bossard, directeur général, et Philippe Berthelot, doyen, nous avons construit notre projet d'établissement, et ça a été un des éléments, un des fils conducteurs de notre nouveau projet d'établissement, que de faire en sorte que le service soit bien l'unité de référence. J'aime mieux ce terme que l'unité de base. Je trouve que c'est plus mettre en valeur le service. Et on l'a fait en partant du constat que d'autres ont fait avant nous, bien évidemment, que la médecine est organisée en spécialité, le service est porteur de la spécialité, et c'est au sein du service que l'on remplit les 3 missions du CHU, le soin des pathologies afférentes à la spécialité, la formation des étudiants de 2e et 3e cycle, et puis les activités de recherche, au moins les activités de recherche clinique. On est aussi parti du constat que c'est au sein même du service qu'on est le plus à même de bien appréhender les besoins de santé de la population, non seulement sur la population de proximité, mais aussi, compte tenu de nos fonctions de recours, sur le bassin élargi. Et c'est au sein du service que l'on connaît le mieux les ressources que l'on a à mettre en face de ces besoins, et que l'on peut créer les collaborations avec les différents correspondants, avec les autres établissements, et notamment au sein des GHT. Donc tout ça nous a conduit à un certain nombre d'actions au sein de notre projet d'établissement. Tout d'abord, mettre en avant le binôme managérial en créant une formation auquel participent en même temps le chef de service et le cadre de santé. Formation commune. Formation commune. On a créé une assemblée des responsables de service, puisque finalement il y a assez peu d'endroits où sont regroupés les responsables des équipes médicales et des équipes soignantes. Donc on a cette assemblée qui regroupe à la fois les chefs de service et les cadres de santé. Je pense que c'est un endroit d'échange qui est important. On a mis en place un comité projet qui est une structure, un guichet unique. Vous parliez tout à l'heure de circuit court. C'est une structure qui est pilotée à la fois par des représentants de la CME et de la direction, auxquels peuvent s'adresser directement les responsables de service pour présenter un projet, voir si le projet est intéressant, et ensuite aider ces équipes à construire leur projet. Vous parliez de balkanisation. Je ne crois pas, comme vous le soulignez tout à l'heure, les services ont toujours continué d'exister. Pour accompagner cette activité, on a redécoupé nos pôles pour avoir des structures plus homogènes, avec des services qui ont les mêmes problèmes, les mêmes ambitions, les mêmes gestions, médecine d'un côté, oncologie de l'autre, chirurgie, pour que ça soit plus cohérent. Donc vous avez complètement intégré cet échelon de référence dans votre projet de gouvernance, votre projet d'établissement. Et donc pour vous, c'est véritablement un fil conducteur, si je comprends bien.
Ah, c'est tout à fait ça. Alors, je le fais d'autant plus, ça fait 20 ans que je suis chef de service, donc j'avais des idées en tant que chef de service et je les ai combinées à la gouvernance qui nécessairement a une vision élargie. Mais je pense que c'était un souhait de tous, parce qu'au final, c'est bien au sein du service que collaborent à la fois les équipes médicales et soignantes. Et c'est dans cet environnement-là que se développent les compétences, les parcours de soins, les organisations. Et c'est ça qui est important à mettre en avant. Merci professeur Thomas. Alors du coup on va maintenant remonter d'un niveau supplémentaire. Alors on était au niveau de la gouvernance du CHU. Je vais me tourner vers Stéphane Pardoux. Alors Stéphane, vous avez avec l'ANAP été missionné par le ministre de la Santé il y a quelques mois sur le sujet des organisations internes à l'hôpital, le sujet des conditions de travail, des horaires de travail, le sujet du temps de travail a été assez largement évoqué en début d'année dans le discours du président de la République. Alors je sais que cette mission, vous n'allez pas pouvoir tout nous dire aujourd'hui, mais peut-être va-t-on apprendre quand même quelques informations. Quel regard portez-vous au niveau de l'ANAP donc sur les missions du service, l'organisation du travail, et qu'est-ce que vous avez observé à travers votre mission? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors merci de l'invitation. Effectivement, le sujet a été mis à nouveau sur le devant de la scène par le président de la République lors de son discours des vœux aux forces de la santé, et puis repris par le ministre de la Santé. Alors, pourquoi est-ce que le sujet a été remis sur la table? Parce que finalement, bon, c'est un sujet classique des organisations complexes du niveau de subsidiarité. C'est pas propre à l'hôpital. À la dernière université de l'ANAP, Serge Papin, l'ancien PDG de Système U, est venu nous expliquer comment il avait géré ses magasins, à la fois avec un niveau central fort et un niveau très autonome dans les magasins. Donc c'est un sujet classique. Mais finalement, si le sujet a été remis sur le devant de la scène par le président de la République, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est quelque chose qui ne va pas en vrai, in concreto, soit c'est quelque chose qui ne va pas dans les esprits. Et donc du coup, l'ANAP a effectivement été missionnée dans le cadre de cette feuille de route pour entendre, pour écouter, pour regarder, pour prendre des exemples et pour faire quelques préconisations. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que soit il y a un malentendu collectif, soit il y a un vrai sujet qu'on n'arrive pas à attraper. Puisque globalement, les gouvernances disent, un peu ce que vient d'évoquer Monsieur le Président de la CME, on a fait des choses. On est tous bien d'accord pour dire que le service, c'est l'échelon le plus important et c'est la structure de vie au travail la plus importante. Et en même temps, et une enquête nationale notamment des présidents de CME de CH l'a montré, les PH sur le terrain notamment disent « Ah non mais nous, on a l'impression d'être écrasés par une machine hiérarchique qui nous empêche de nous exprimer et qui n'a pas redonné toute sa plénitude au service. » C'est ça le constat à date. Et puis, le deuxième constat à date, c'est que fort de ce qui avait déjà été travaillé sur le sujet, les pouvoirs publics ont dit aux établissements, bon, puisque manifestement, ce sujet est latent et que l'organisation polaire n'est pas jugée parfaitement satisfaisante. Les pouvoirs publics ont déjà, à suite de votre rapport notamment, je crois, avaient mis en place des amendements, des possibilités pour les établissements de s'organiser différemment. La liberté d'organisation, c'est-à-dire... Là, vous faites référence à l'amendement RIST. Dans la loi RIST 1, il y a un article sur la liberté d'organisation interne des établissements. Voilà. Et donc, le constat également à date, c'est que les acteurs hospitaliers ne se sont pas, à de rares exceptions, emparés de cet amendement liberté. Il n'y a pas dans le... C'est pas chez nous. Il n'y a pas sur le terrain d'application massive ou d'utilisation massive de cet amendement et de cette capacité de liberté d'organisation. Donc du coup, on a un corps collectif qui dit un peu ce qui a été évoqué, mais nous, on a besoin que le service soit vraiment le lieu de vie. D'un autre côté, on a des gouvernances qui disent, mais on a fait ce qu'il faut. On a essayé d'avancer sur ce sujet. Et du coup, on a un pouvoir politique qui dit, mais manifestement, il y a quelque chose qui ne se rejoint pas. C'est la raison pour laquelle, et c'était une des recommandations pour le coup que là, dont je peux parler puisque le ministre l'a évoqué, de l'ANAP, c'était de dire, mais finalement, peut-être que dans certains établissements, ce sujet a été abordé en gouvernance, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, mais est-ce le cas vraiment partout?
Et du point de vue de la nappe, ce qui nous intéresse, c'est la vision systémique. Est-ce le cas vraiment partout? Est-ce que partout, les gouvernances, les commissions médicales d'établissement, les comités sociaux d'établissement se sont posé cette question de la meilleure organisation dans leur établissement? Et du coup, ce qu'a annoncé le ministre, c'est qu'il souhaite qu'une grande concertation nationale, mais systémique, dans tous les établissements français ait lieu, pour dire à la fin, mais quelle est l'organisation que vous souhaitez, que nous souhaitons? Est-ce que dans tel hôpital, suivant sa taille, on souhaite une organisation polaire différente? Est-ce qu'on ne souhaite plus d'organisation polaire? Est-ce qu'on veut redonner encore plus de compétences au service? Et c'est ça que le ministre a annoncé comme souhaitant se dérouler d'ici d'ici le courant de l'année, c'est de redonner la parole à toutes les communautés, un peu dans l'esprit du CNR aussi, d'écouter systématiquement ce qui se fait sur le terrain, de redonner la parole à toutes les collectivités, que chaque collectivité en responsabilité dise bon, bah nous l'organisation là, elle nous va, on va la bouger un peu comme ça, ou au contraire certains établissements disant non, nous on ne se retrouve pas. Et donc c'est un moment important, moi je trouve, pour que on essaye de, non pas de solder ce point, mais finalement d'aller un peu plus loin. Et un des points importants, c'est que le ministre a également dit qu'il va un peu obliger la collectivité à s'emparer de ce sujet et peut-être à se saisir plus fortement des possibilités de liberté offertes par la loi. Donc c'est un encouragement à la liberté et au débat sur ce sujet-là que le ministre a souhaité poser. Merci, merci Stéphane. Alors c'est vrai qu'il va y avoir ce débat là qui va structurer dans les prochaines semaines, qui va se structurer dans les établissements. Et c'est professeur Clarisse, c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé déjà ces dernières années, puisque votre rapport, premier rapport, contenait déjà beaucoup de mesures et de recommandations. C'est de là d'ailleurs d'où sont parties les recommandations sur la place des services à l'hôpital et les mesures de la loi RIST, qui sont issues viennent de votre rapport. Et vous avez lors de votre enquête, vous avez fait à l'époque une enquête qui est un peu l'enquête de référence, parce qu'il y a eu plusieurs milliers de répondants et je pense pas qu'il y a eu une enquête si grande depuis, c'est-à-dire que c'est vraiment une enquête qui brasse très très large, où énormément d'hospitaliers ont répondu et finalement à ce moment-là vous aviez identifié qu'il y avait un problème lors de cette analyse. Alors aujourd'hui, vous travaillez quand même toujours sur le sujet de la gouvernance, même si on est peut-être sur un autre niveau de la gouvernance. Quel regard vous portez par rapport au travail que vous aviez fait à l'époque? Est-ce que les choses ont bougé positivement ou pas, selon vous? Alors, je pense que les choses n'ont pas bougé suffisamment positivement. Deux petites remarques. La loi dite Touraine de 2016 portait déjà l'organisation polaire facultative. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un des aspects négatifs de la loi HPST 2009 est qu'elle a fait apparaître le terme de structure interne à la place d'un service. Or, depuis que j'ai été étudiant hospitalier en 1977 jusqu'à maintenant, je n'ai été qu'affecté dans des services et pas dans des structures internes. Et troisième point, je paraphrase ce qu'a dit le ministre de la Santé et de la Prévention dans son discours mardi, le service est la cellule organique et fondamentale de l'hôpital. Vous avez tous dit, les uns et les autres, que c'était là où il y avait des étudiants, des médecins en formation, des paramédicaux en formation, une structure hospitalo-universitaire, avec pour les CHU le rôle des doyens dans le fonctionnement des services, donc c'est incomparable. Dans l'enquête que nous avions faite début 2020, il y avait eu 6000 répondants, mais 1500 praticiens hospitaliers. Dans l'enquête que viennent de faire les conférences de présidents de CME, de CHU et de CH, il y a 6000 praticiens qui ont répondu. Donc je pense qu'à cette date, il n'y a pas de données plus importantes, sauf peut-être dans la base de données de la FHF sur certains points. Et le constat est clair, depuis les textes, le ressenti, comme vous l'avez dit, M. Pardoux, le ressenti est que les choses n'ont pas bougé. Donc il faut travailler là-dessus et que le service doit avoir une réactivité extrêmement importante. Mais, et donc là je me place plus du point de vue gouvernance centrale, un hôpital n'est pas une juxtaposition de villages gaulois. Vous avez parlé de balkanisation, je préfère parler de villages gaulois. Et parfois, parmi les plus opposants au pôle, on a des collègues qui veulent redonner de la place au service pour avoir leur indépendance totale et ne pas rentrer dans le fonctionnement global de l'hôpital. Il faut oser le dire. C'est minoritaire, mais ça existe. C'est le mandarinat. C'est ce qu'on a appelé il y a une certaine époque. C'est pas tout à fait le mandarinat. C'est juste la prise en compte
tout à fait légitime de certains besoins de son service, sans imaginer qu'il y a à côté 40, 50, 200 services qui ont les mêmes besoins et que ça a une gouvernance de trancher à un moment donné. C'est pas tout à fait pareil. Merci professeur. Alors du coup on en vient au sujet de la formation, puisque tout ce qu'on a dit là implique de forts changements. On a beaucoup évoqué le binôme cadre de santé, chef de service. À partir du moment où on porte des attentes sur ce binôme et sur la responsabilité managériale, que ce soit à l'échelle du service ou à l'échelle de la gouvernance, eh bien ce management, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Et ça, il y a un gros sujet de formation. Alors, professeur, vous dirigez une grande école de la santé en France qui justement délivre un certain nombre de formations au management, notamment pour les directions des établissements, mais également, et ça c'est peut-être encore à faire connaître davantage, des formations managériales justement pour les responsables médicaux expérimentés depuis plusieurs années, et je pense notamment à la formation délivrée pour le GCS Hugo pour les hôpitaux universitaires du Grand Ouest. Alors quel retour d'expérience vous avez de ces formations au management que vous délivrez dans votre institution ? Alors très fréquemment, effectivement, lorsqu'on modifie les organisations, à un moment ou à un autre, on arrive à la proposition qu'il faudrait former les personnes à... Bon, il y a une variété de fins de phrase. L'école des hautes études de santé publique est effectivement dans une situation où elle a les outils, les compétences, les collègues pour former les personnes qui travaillent à l'hôpital, quel que soit leur type d'activité, au management. Pour autant, je pense que qu'il y a deux grosses erreurs qu'il faut essayer de ne pas faire dans cet enthousiasme. Le premier, c'est que il me semble que les qualités des personnes qui sont en responsabilité d'un service, qu'il s'agisse d'un médecin, d'un cadre hospitalier, ça ne peut certainement pas être que des qualités de management. La légitimité, elle s'acquiert d'abord par l'expertise qu'on a dans son métier. Et si l'accent mis sur le management conduit à penser que d'excellents managers techniquement incompétents vont être de bons chefs de service, je pense qu'on va rapidement être dans une situation où on va déchanter. Donc la formation au management, elle ne peut pas tout, elle s'ajoute à une expertise technique. Le deuxième élément d'attention, c'est qu'il s'agit de former des gens qui sont souvent au moins quadragénaires. Alors, j'ai rien contre les quadragénaires et plus, au contraire. Mais c'est un âge où on peut transformer quelqu'un qui est pas mauvais en quelqu'un qui est très bon. Mais c'est pas un âge où on transforme quelqu'un qui n'était pas du tout fait pour ça à quelqu'un qui va être excellent. Donc, il y a aussi, à un moment, je pense, un courage à avoir dans qui a les qualités pour être chef de service, qui n'est pas forcément le plus vieux. Et la formation au management ne fera pas de miracle quand on a des personnes dont les dispositions de base ne sont pas tout à fait favorables à un management de qualité. Une fois ces deux réserves faites, à partir du moment où on a effectivement des collègues qui sont techniquement compétents, reconnus comme étant des bons docteurs, des bons infirmiers, des bons paramédicaux, et qui avaient des dispositions de base pour devenir de bons managers, on peut effectivement proposer un certain nombre d'outils qui vont leur éviter de tout apprendre tout seul et par l'erreur, ce qui peut quand même avoir un certain coût. Et ça a été dit par plusieurs de mes voisins, c'est particulièrement intéressant de leur proposer à ce moment-là une formation ensemble. Ce que pour l'instant on ne fait pas à l'école et qu'il faut absolument qu'on développe. À la fois parce que ça permettra de partager un certain nombre de bases, mais aussi parce que le dispositif même d'être en formation ensemble, à la limite, quel que soit le contenu de la formation, mais merci de ne pas aller répéter ça aux collègues qui seront en charge de la formation. Mais le dispositif, on est ensemble, on a accepté ensemble qu'on avait des choses à apprendre. On va avoir tous les échanges de machines à café, de resto du soir, de la formation, etc. Il a en lui-même aussi un effet, et donc c'est extrêmement important de le privilégier. Ça a un intérêt aussi de sortir les gens de leur bocal pour la formation, et on a vu, par exemple, au travers de cette formation Hugo, que vous citiez, que alors qu'initialement elle a été proposée dans les établissements, maintenant elle est organisée à l'école, et c'est apprécié qu'elle soit organisée à l'école. Pour cet effet, je suis hors de mon campus, bocal. Un peu. Oui. Ouais.
Donc voilà, oui, on développe des formations en management. On a formé plus de 150 médecins sur le DE médecin manager, mais ça remplace pas l'expertise technique et ça fait pas tout si les personnes n'ont pas été sélectionné, disons-le comme ça, pour devenir chef de service ou cadre responsable à partir d'un minimum de qualité de base. Il faut que la gouvernance ait une des attentes claires sur ce qu'elle attend aussi de cette fonction. Il faut qu'elle ait des attentes et puis il faut qu'elle ose dire non et puis il faut qu'elle ose aussi sans doute parfois s'apercevoir qu'elle s'est trompée et qu'un mandat ça va suffire. Alors c'est une question vachement importante. Est-ce qu'on peut être chef de service toute sa vie? C'est parce que non mais j'ose la question parce que c'est peut-être un peu un tabou, mais à un moment donné, c'est de se dire, est-ce que finalement être chef de service, c'est une fonction qu'on doit exercer pendant 10 ans, pendant 20 ans, ou est-ce qu'elle n'a pas vocation à être exercée sur un temps donné? Alors la réponse engage Isabelle Richard, pas forcément la directrice de l'EHESP. Moi je pense qu'on ne peut rien faire toute sa vie. Aucune activité. C'est d'ailleurs une des difficultés des soignants que d'avoir en fait peu d'alternatives pour certains d'entre eux à faire la même chose toute sa vie et c'est un élément de pénibilité au travail particulier. Donc je pense qu'on peut rien faire toute sa vie et que la fonction de chef de service à vie, ça me semble un dispositif un peu has-been. Juste pour répondre à votre question, on peut peut-être, surtout si on accorde une grande importance à la légitimité technique, scientifique, avoir des chefs de service qui durent très longtemps, à condition qu'on se renouvelle en permanence dans sa façon de manager, de s'adapter aux attentes. Et en ce sens, et le ministre l'a un peu évoqué, donc je ne vais pas dévoiler plus avant, mais dans les recommandations que nous avons faites, c'est en complément des formations managériales qui existent aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans les établissements de santé, la greffe autour de nouvelles techniques de management, de conduite de projet, de projets du quotidien sur des techniques d'innovation collaborative, de management collaboratif, de design de services prennent réellement dans les services, dans les établissements et donc après dans les services. Donc dans les préconisations que nous avons faites, nous avons proposé que en complément et en renforcement des formations managériales, eh bien peut-être que les communautés hospitalières et notamment les binômes chefs de service cadres soient plus à même de mobiliser des ressources techniques, d'ingénierie de projet, de conduite de projet, d'innovation collaborative, de nouvelles formes de management qui nous hospitaliers nous font un peu au début un peu sourire en disant mais c'est pas adapté à notre milieu, mais dont on voit que quand elles se mettent en place dans les organisations, elles libèrent la parole, elles libèrent la capacité créative des équipes et elles donnent envie à des praticiens hospitaliers, à des infirmiers, à des infirmières de s'engager dans des projets. Donc le ministre l'a évoqué d'un mot sur la nouvelle forme de management. Je pense que ça fait partie des choses qui peuvent aussi revivifier la place du service et le rôle du service. Alors moi je répondrai sous 3 façons. La première, c'est qu'il serait absolument anormal de nommer quelqu'un à vie. Premier point. Deuxième point, les mandats sont de 4 ans renouvelables. Chaque fois qu'il y a un renouvellement de chef de service, il y a un appel à candidature et il y a un projet de service médico-soignant qui est fait. Libre à qui veut se présenter. Et donc, si un chef de service a régulièrement un projet et qu'il est renouvelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, pourquoi pas? Et donc, comme disait Madame Richard, c'est à l'institution de voir de se positionner. Où est-ce qu'on dépasse les limites. Et dernier point, qui est un point de réalité, il y a des endroits où parfois il n'y a pas énormément de candidats. Et donc quand vous avez c'est un sujet. Eh ben oui. C'est un vrai sujet. Et quand vous avez alors donc le rôle de chacun d'entre nous en tant que manager, c'est d'inciter à prendre des responsabilités pour transmettre. Et ça, en tant que professeur des universités, c'est un point sur lequel je tiens beaucoup. Si on est professeur, c'est pour transmettre à tous les niveaux, que ce soit le savoir, les compétences, le comportement, mais également la prise de responsabilité. Professeur Thomas, vous souhaitiez réagir? Je vais parler de mon expérience parce que je me suis senti visé. J'ai dit que ça faisait 20 ans que j'étais chef de service. Mais quand j'ai été nommé, mon patron m'a dit « Je veux plus la chefferie service, prends-la, tu feras mieux que moi ». Quand un deuxième PUPH a été nommé il y a quelques années dans mon service, je lui ai dit « Tu veux prendre la chefferie service ?» Il m'a dit « Surtout pas, tu feras mieux que moi ». Il n'a pas voulu. Donc pour l'instant, je pense que on continue comme ça. Je pense que tant que le binôme
est moteur pour le service avec des projets et que ça fonctionne, c'est pas un problème de durée, c'est un problème d'énergie qui est apporté au fonctionnement du service. Mais il est certain qu'il faut plus que ce que c'était dans le passé, considérer que ça n'est pas un mandat qui dure jusqu'à la retraite, et on est confronté dans notre établissement, mais comme dans beaucoup d'autres, à des PUPH qui sont en fin de carrière et qui n'ont plus l'énergie pour être chef de service, mais pour autant qui ne veulent pas lâcher le titre de chef de service, et il faut les amener avec fermeté, mais avec diplomatie, à lâcher la chefferie de service pour des jeunes qui sont plus moteurs. Et si on a un parcours qui est travaillé en amont, et finalement on peut imaginer que ce soit quelque chose d'anticipé, ce parcours cette fin de carrière un peu du PUPH. Ouais. Avec le flou qui accompagne la fin de carrière des PUPH qui s'allonge parfois plus qu'on ne le souhaiterait. Merci à vous. Alors je vais peut-être, il nous reste quelques minutes, laisser la parole au public, et puis peut-être aussi laisser réagir nos deux premiers intervenants, Dr Rosselli, Frédéric Soler. Qu'est-ce que vous, finalement, vous qui travaillez tous les jours dans le service hospitalier, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce qui a été dit là? N'hésitez pas à réagir. Moi, j'en profite du coup pour vous poser une petite question sur votre point de vue sur le management participatif, ou peut-être à plusieurs têtes. Du coup, on parle un peu de transition et de durée de vie d'un bon manager, et du coup, je m'interrogeais sur l'apport que ça pouvait avoir. Alors, est-ce que le management participatif est une solution dans tout ce qu'on vient de dire? Écoutez, je l'ai dit d'un mot, en tout cas dans ce que nous portons aujourd'hui à la NAP, on pense qu'effectivement, il y a une question, et donc je m'inclus dans le sujet, hein, je ne suis pas extérieur, je rappelle, j'ai une carrière hospitalière, donc nous avons des formes de management qui sont des formes de management assez classiques, assez verticales. Nous sommes issus de cultures, qu'elles soient médicales ou administratives, c'est vertical, qui n'est pas forcément toujours désormais adapté à la vie collective, en tout cas aux attentes de professionnels qui sont de mieux en mieux formés, qui ont de plus en plus des avis importants et utiles à la vie collective. Donc oui, le monde hospitalier doit sans doute faire évoluer son mode de management jusqu'au niveau du service vers quelque chose de plus collectif. C'est ce qu'à la NAP, nous, on accompagne en ce moment 50 établissements, des CHU, des CLCC, sur la dynamique de management collaborative. Et donc ça, oui, je vais le dire, tant pis si c'est une recommandation que nous avons mis. On arrive à avoir non, moi, celle-là, on va la mettre, on va la dire, j'espère que... voilà. Nous avons effectivement proposé au ministre qu'on généralise dans les établissements la capacité des établissements à être à l'aise avec le management collaboratif, l'innovation collaborative, le design du service. On vient d'accompagner le CHU de Tours, je ne sais pas s'il y a des représentants, dans une démarche de cet ordre sur leur projet de projet médical, avec un certain intérêt, un certain succès de la part de cet établissement. Et donc je pense qu'il y a matière pour le secteur à s'emparer plus en avant de ces techniques-là de management participatif, qui sont des vraies techniques. C'est-à-dire, c'est pas juste on colle des post-it et on fait parler les gens autour d'une table. Ce sont des vraies techniques pour libérer la parole. Merci Stéphane. Alors, on va devoir conclure d'un mot, si vous souhaitez juste rajouter un mot sur ce qui vient d'être dit. Peut-être dire que je pense qu'une de nos difficultés dans la modification du management hospitalier, c'est qu'il nous manque aussi des concepts. Et on plaque sur le management hospitalier des concepts qui sont issus du management en général. Et qu'un hôpital, c'est une entreprise extrêmement particulière. Et qu'il y a donc aussi un besoin de recherche et d'amener des nouveaux concepts. Et on fera un peu différemment. On imagine que le HESP aura un rôle à jouer important dans... Ça fait probablement partie de notre job, oui. Professeur Thomas, vous souhaitiez... Alors, je voulais juste souligner quand même que manager, c'est décider, et que c'est difficile de décider à plusieurs à la fin. Donc il est évident qu'il faut écouter l'équipe, construire les projets ensemble, les organisations ensemble, mais il y a un moment où il faut bien qu'il y en ait un qui décide, et c'est le manager. Ah, le mot de la fin pour vous, professeur Clarisse. Allez. Alors je vais presque dire la même chose. Le management participatif, oui, mais l'autorité. Et l'autorité, elle vient de la légitimité et pas du titre. Merci. Eh bien, on va rester sur cette conclusion. Merci à vous. C'était une table ronde très riche et vraiment passionnante. Et donc, je vais laisser la parole à la table ronde suivante.